professeur Mattei, qui a été médecin, généticien, directeur du département de génétique, s'est beaucoup intéressé à l'enfant. Il est pédiatre et généticien. Il a une contribution rédactionnelle de publication que vous pourrez découvrir sur sa Wikipédia, si elle est tenue à jour. Ça ne dépend pas toujours de nous. Et puis, surtout, eh bien, il a exercé des responsabilités importantes puisqu'il a été ministre de la Santé à l'époque où, justement, en 2002, le 4 mars 2002, donc juste avant votre entrée au ministère, une loi qui est la loi du 4 mars 2002, loi sur le droit des patients, qui a promu la démocratie sanitaire. Cette loi, donc, eh bien, nous en fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire. Et donc, le professeur Mattei, qui vu évoluer les choses, puisqu'il a continué sa carrière au-delà même du ministère de la Santé, puisqu'il a été président de la Croix-Rouge française, il a été président aussi de l'Académie nationale de médecine, et nous nous côtoyons au sein de la division médecine et humanité dans cette académie. Et puis, il a donc ce recul sur la démocratisation de la relation de soins et un regard un peu distancié sur ce qu'on a appelé le pouvoir médical. Et quelque part, la loi Kouchner du 4 mars 2002, eh bien, cette loi avait pour objectif quand même d'éroder, d'affaiblir ce pouvoir médical de manière à rendre la décision partagée. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je n'ai pas tout dit, vous m'en excuserez. Et puis, je vais donner la parole à M. Mattei, après quoi nous échangerons sur son propos. Un grand merci à vous, M. Mattei. Bien, merci Pierre de ces propos introductifs. Merci à vous d'être là. Je ne suis pas sûr de vous apprendre grand-chose, mais mon but était essentiellement d'ordonner les idées. Ça y est, ça marche mieux. D'ordonner les idées pour comprendre le processus de pensée au regard du pouvoir médical. Parce que le pouvoir médical est un beau sujet. On l'écoute quand on est malade et on s'en méfie quand on est en bonne santé. Selon la nature du mal, l'atteinte de notre santé nous rappelle souvent notre condition d'être mortel et suscite en nous les émotions les plus diverses. Seule l'intervention du médecin apparaît salvatrice et permet d'espérer. Confronté à la maladie, c'est vers le médecin qu'on se tourne naturellement, car il est celui qui est réputé détenir le savoir et surtout le pouvoir d'apaiser les maux et de guérir. Pour cela, la personne se livre, se raconte, dévoile son intimité, s'en remet au médecin qui assume tout à la fois les rôles de confident, de conseiller et de guérisseur. De fait, le médecin tisse des rapports particuliers avec celui qui le consulte. Et afin d'agir dans l'intérêt exclusif du patient, sans se laisser abuser par ses états émotionnels et en s'écartant parfois de ses désirs et de ses préférences, il peut adopter ce que l'on appelle une attitude paternaliste. Cela fait du médecin un agent pleinement autonome, mais il s'ensuit une limitation de l'autonomie du patient. On a beaucoup discuté de l'asymétrie de ce rapport médecin-malade, en comparant le médecin debout, sachant, décidant, aux côtés du malade couché, souffrant, ignorant et dépendant.
mais c'est bien la capacité d'amener une ou plusieurs personnes à agir individuellement ou collectivement d'une manière désirée qui constitue la pierre angulaire du pouvoir, et en l'occurrence, le pouvoir médical. Parce qu'il détient le savoir, le médecin détient d'abord un pouvoir d'appréciation sur l'état de santé et la situation du patient. Ensuite, il exerce sur ce patient un pouvoir d'influence en indiquant le traitement ou l'acte médical le plus approprié à entreprendre. Et à la fin, c'est un pouvoir de décision qui s'exprime, rendant le déséquilibre entre le médecin et le patient encore plus concret. D'autant que le patient se trouve souvent impuissant à y faire face. Sa vulnérabilité d'une part et le rapport avec le savoir-pouvoir du médecin d'autre part l'y soumettent irrémédiablement. Et pourtant, le rééquilibrage nécessaire de la relation médicale s'est progressivement imposé dès l'immédiate après-guerre pour se développer de la seconde moitié du XXe siècle à la période actuelle. Alors, ma première partie concerne la prise de conscience dans l'immédiate après-guerre de la nécessité de rééquilibrer le rapport médecin-malade. C'est après 1945 que les citoyens prennent pleinement conscience qu'ils doivent devenir partie prenante de leur santé et donc se comporter en partenaire du médecin. Et à cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, les dérives de la médecine nazie ont permis de découvrir que la médecine pouvait avilir l'être humain et pas seulement le guérir. Il fallait donc ne plus considérer le médecin comme intouchable, ce qu'ont commencé de faire le Code de Nuremberg dans les suites du procès éponyme et la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ces textes rappellent notamment le caractère irréfragable de la dignité humaine. Et dès lors, les citoyens se sentent partie prenante de la pratique médicale, ne serait-ce que pour veiller à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés. En deuxième lieu, la création de la sécurité sociale par les ordonnances d'octobre 1945. Elle garantit à chacun qu'il disposera en toutes circonstances des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Le citoyen qui cotise se trouve ainsi concerné par les dépenses de santé au travers de l'assurance maladie et d'une certaine façon, il devient un acteur du service de santé. En troisième lieu, dans le préambule de sa constitution adoptée en 1946, l'Organisation mondiale de la santé propose une nouvelle définition de la santé. Pour elle, la santé est, je cite, un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Elle ajoute que la possession du meilleur état de santé que tout être humain est capable d'atteindre constitue l'un de ses droits fondamentaux. Et cela, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Les citoyens y sont d'autant plus attentifs que cette définition de la santé donnée par l'OMS correspond à peu de choses près à la définition du bonheur, parfait équilibre physique, mental et social, c'est-à-dire l'idéal à atteindre pour chacun. Eh bien, malgré ces prémices encourageantes, le chemin des patients n'a pas été facile. Et l'attitude paternaliste des médecins est restée longtemps comme institutionnalisée. Pour preuve, la communication du premier président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Louis Porte, devant l'Académie des sciences morales et politiques, le 30 juin 1950,
Il y analyse le comportement du patient qui se présente à un médecin en ces termes. Je cite. Je dirais qu'il est un jouet, à peu près complètement aveugle, très douloureux, essentiellement passif, qu'il n'a qu'une connaissance objective très imparfaite de lui-même, que son affectivité est dominée par l'émotivité ou par la douleur, et que sa volonté ne repose sur rien de solide. À propos de l'information à donner aux malades, il poursuit, je cite encore, « Beaucoup d'actes sont exercés sur des adultes qui n'ont ni goût, ni don pour être véritablement instruits de leur maladie. » 1950, le premier président du Conseil de l'Ordre des médecins. Sani Yaya, un sociologue anthropologue de l'Université d'Ottawa, décrit cet état d'esprit dans un ouvrage intitulé « Pouvoir médical et santé totalitaire ». Il y souligne que les médecins, acteurs principaux du système de santé et détenteurs d'un pouvoir prodigieux sur l'acte médical, se battent aussi pour conserver le sommet de la pyramide en ne laissant pas à d'autres professionnels, comme les infirmières, les pharmaciens et d'autres, la possibilité de poser certains actes médicaux. Cette situation va commencer de changer dans la seconde moitié du XXe siècle, aidée par les évolutions de la société et la judiciarisation de la médecine. Voyons ma deuxième partie, les évolutions de la société. La volonté affichée d'une relation médicale plus équilibrée entre médecins et patients marque les évolutions de la société et engage le moyen de parvenir à ses fins. Alors, ces évolutions tiennent à différentes raisons, dont 6 paraissent les plus importantes. En premier lieu, une véritable révolution scientifique marquée par des avancées technologiques aussi nombreuses qu'innovantes, je prends mon souffle, telles que la transplantation d'organes, la génétique, les biotechnologies, les nanotechnologies, l'informatique, l'intelligence artificielle, les données numériques, les neurosciences, les prothèses, les robots, parmi encore beaucoup d'autres. Elles viennent poser de véritables questions de confiance et de conscience au regard d'enjeux sans précédent. Et naturellement, les citoyens souhaitent participer à ces questionnements. Ils veulent de moins en moins être des patients passifs, presque un pléonasme, et dépendre des décisions prises par les médecins. Ils veulent exprimer leur choix et le voir respecté, même si, selon les circonstances, le choix est de ne pas savoir. D'ailleurs, les patients sont désormais représentés, j'y reviendrai, le plus souvent par des associations agréées dans de nombreuses instances, à la fois consultatives ou décisionnelles. Deuxième raison, l'émergence d'une nouvelle conscience éthique, qui est la conséquence directe de la première et l'apparition de toutes ces technologies nouvelles qui créent des situations nouvelles imposant de nouveaux choix, puisque le questionnement éthique résulte des situations inédites liées au progrès technologique. Alors, cette nouvelle conscience éthique, elle essaie de définir le mieux possible des principes de base qui doivent être pris en compte dans l'exercice pratique de la médecine, à savoir l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice distributive. Le citoyen se trouve donc conforté dans son désir de voir le colloque singulier entre le patient et le médecin se transformer en un échange respectant l'égalité des deux protagonistes et singulièrement son autonomie, d'autant que le patient pense avoir aussi son mot à dire pour définir ce qu'il considère comme bienfaisant pour lui. La troisième raison est la perte de la confiance aveugle que les citoyens pouvaient avoir dans les scientifiques et les médecins. Cette perte de confiance a gagné les esprits. Indignation et incompréhension ont accompagné les crises sanitaires, telles que le sang contaminé par le virus du sida, l'hormone de croissance et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les complications liées à la prise de distilbène,
pour ne citer que les principaux scandales dans la seule période des années 90, sans parler du Mediator plus récent ou de la Dépakine. Dans ces événements parfois tragiques, les citoyens réalisent que les scientifiques n'ont pas toujours un avis unanime, que les médecins ne savent pas tout et peuvent se tromper. Il n'est donc pas possible de continuer à leur faire une confiance aveugle. Le citoyen exige d'être en situation de comprendre, d'argumenter, de participer aux décisions. C'est d'ailleurs le but des nombreuses associations de malades que j'évoquais et de consommateurs qui se sont créées pour livrer leur vision des choses dans des débats ouverts qu'elles réclament. D'ailleurs, grâce à leur engagement, il faut le reconnaître, elles ont souvent joué un rôle efficace et parfois déterminant. La quatrième raison est le développement des nouvelles technologies d'information et de communication. Il fait que le médecin n'est plus forcément le seul détenteur du savoir du fait d'Internet, des réseaux sociaux, des médias en général. Même si l'accès à ces nouvelles formes de savoir ne garantit pas, tant s'en faut, la compréhension totale des informations obtenues par les patients. Au même titre d'ailleurs que les fausses informations, voire les partis pris, qui sont un obstacle à l'objectivité requise. Il s'avère donc parfois difficile d'argumenter avec des gens qui croient savoir ou sont persuadés du complotisme médical. Le mouvement de contestation des vaccinations, parmi de nombreux autres exemples, illustre les dangers d'une volonté citoyenne de se substituer, pourrait-on dire, à l'excès au savoir médical. D'ailleurs, les esprits ont évolué quant à leur vision du monde. C'est la cinquième raison, la pensée postmoderne s'est imposée. Les références au passé et à la tradition, notamment religieuse, ont été mises de côté par les Lumières qui leur ont substitué la raison et la science pour construire le futur de l'homme. Or, la raison s'est perdue à Auschwitz et la science a permis Hiroshima. Le passé est révolu et les espoirs d'avenir ont été trahis. Il ne reste que le présent pour être heureux, satisfaire tous ses désirs dans l'instant, dès lors que la technique le permet. C'est l'individualisme, le matérialisme et l'hédonisme de la pensée postmoderne. D'autant que la sixième raison est que depuis la définition de la santé par l'OMS, on assiste à une médicalisation croissante de la vie qui ne se limite plus seulement aux situations pathologiques. La médicalisation du quotidien entre dans le champ de la santé et la médecine. Elle envahit toutes les sphères de l'existence, car il s'agit de répondre à de nouveaux désirs. On y vient. Alors, celui de la contraception, séparant procréation et sexualité, celui de l'interruption volontaire de grossesse permettant de faire face à l'impossibilité ou au refus d'accueillir un enfant, de la procréation médicalement assistée qui peut contourner la loi naturelle, celui du diagnostic prénatal aux fins d'éviter la souffrance du handicap et bien d'autres encore après la chirurgie esthétique. D'ailleurs, le culte du corps et l'apparence, tout comme la lutte contre le vieillissement, deviennent quasiment obsessionnels. Parlant du développement des demandes de façonnage du visage chez les adolescentes ou des femmes jeunes pour se rapprocher du modèle en vogue, un chirurgien plasticien souligne les conséquences à long terme, parfois, de certaines interventions, mais doit admettre que, je le cite, le mot « demain » n'entre visiblement pas dans le vocabulaire de cette génération. Tous les désirs sont assumés, voire revendiqués. Dans les faits, il existe des soins et des médicaments presque pour tout, des industries pour les produire, des médecins pour les prescrire et les patients pour les réclamer.
Nous sommes devenus une société habitée d'une préoccupation essentielle, tout faire pour rester en bonne santé et être heureux. Le plus souvent, les médecins ne sont pas à l'initiative de ces démarches. Ils ont bien conscience de la surmédicalisation de la vie, mais ils se trouvent pris en otage par leurs patients. Pour toutes ces raisons, les sites que je viens de citer, le besoin de rééquilibrer le colloque singulier s'est peu à peu imposé, sollicitant l'intervention du droit. D'autant que le médecin demeure certes le soignant en cas de maladie, mais selon les situations, il devient parfois un simple prestataire de service, ce qui est bien différent. Dès lors, le droit ne peut rester ni immobile ni muet. Il se mobilise et va progressivement judiciariser les conditions d'exercice médical en tentant de rééquilibrer la relation médicale et lever certaines ambiguïtés. La judiciarisation de la médecine est donc ma troisième partie. Le contrat constitue la première tentative du droit pour rééquilibrer la relation médicale, car il est considéré comme l'outil privilégié pour assurer la protection d'une partie faible et instaurer un équilibre relativement rationnel. Cette démarche se justifie si l'on en croit la formule bien connue qui dit contractuel dit juste. Il s'est donc agi d'ajouter une responsabilité contractuelle du médecin à sa seule responsabilité délictuelle. Au-delà de la responsabilité limitée à l'organisation matérielle des soins, cette responsabilité contractuelle s'étend à la prestation des soins elle-même, en se fondant sur le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement veut traduire la reconnaissance de droits pour le patient, dont celui d'être informé pour tout savoir de son état, puis d'exprimer sa volonté, ses choix. Il est également, le patient, en droit d'attendre de la part du médecin un devoir de technique médicale, mais aussi un devoir d'humanisme médical. Le contrat. À l'usage, force est de constater que le contrat s'est révélé un outil insuffisant pour rééquilibrer la relation médicale de façon satisfaisante, compte tenu de l'inégalité originelle entre le médecin et le patient. En effet, le régime de l'information médicale est particulier, car il est rattaché au principe supérieur de la dignité humaine, ainsi qu'à des restrictions à l'obligation de l'information. De même, les conditions du consentement apparaissent tout aussi relatives, car la réalité des caractères libres et éclairés de ce consentement demeure incertaine, tout comme le consentement aux soins paraît impossible à recueillir, essentiellement lorsque le patient est dans un état de très, très grande vulnérabilité. En outre, dans les faits, la relation de pouvoir s'avère peu compatible avec le régime contractuel. Le pouvoir d'appréciation et de décision du médecin est un pouvoir factuel qui est reconnu par le code de déontologie médicale. Quant au pouvoir d'influence du médecin dans l'information délivrée au patient, il s'inscrit hors de tout droit. Enfin, le contrat médical possède un champ d'application limité à la seule relation entre un patient et un médecin libéral, à l'exclusion du service public. Je vous rappelle, car vous n'êtes pas tous des juristes avertis peut-être, c'est que tout ce qui se passe dans le secteur privé suit la voie pénale qui aboutit à la Cour de cassation, alors que tout ce qui se passe dans un service public passe par le droit administratif qui aboutit au Conseil d'État en dernier ressort. Il y a donc deux systèmes différents et le contrat médical ne peut pas s'appliquer dans les deux situations. L'inégalité juridique qui en résulte milite en faveur d'un traitement identique de tous les patients, ce que ne permet pas le contrat. Alors, le droit s'est tourné vers la loi. Si l'on emploie la formule de Lacordaire, entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui asservit et la loi qui libère. Face aux insuffisances du contrat, l'intervention du législateur s'est donc imposée pour apporter les outils de protection plus efficaces aux patients. Et parallèlement, le médecin a aussi accédé enfin au fait de poser un cadre juridique solide à son action. Successivement ont donc été adoptés des textes législatifs pour bien préciser les choses, tels que la loi sur la contraception, 67, sur l'interruption de grossesse volontaire, 75, la loi sur la transplantation d'organes, retenant le principe du consentement présumé, mais évitant de définir la mort, qui reste pourtant le critère décisif pour permettre le prélèvement, ce qui revient à abandonner la décision au seul médecin, seul habilité à définir et à décider la mort. 1976. En 88, la loi de protection des personnes se prêtant à l'expérimentation biomédicale. Il a fallu 30 ans après les dispositions du Code de Nuremberg et la mise en place de comités de protection des personnes pour assurer cette protection. Les lois dites de bioéthique de 1994 marquent une autre étape dans des domaines particulièrement délicats de la vie des personnes et elles créent des structures parfaitement innovantes de décision collégiale et pluridisciplinaire, ce qui va aussi à l'encontre du pouvoir médical isolé. La loi de 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs donne aux patients la capacité de refuser la poursuite des soins et permettre la lutte contre la douleur par tous les moyens, y compris en prenant le risque de hâter la mort en raison du double effet de certains antalgiques qui provoquent des dépressions respiratoires. Ce qui libère, soit dit en passant, les médecins du risque de non-assistance à personne en danger. Enfin, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins du 4 mars 2002 constitue le point d'orgue de l'entreprise en nommant les choses, en créant des liens de coopération entre médecins et patients à différents niveaux. Et je pense que la date du 4 mars pour cette intervention n'est pas le fait du hasard. Elle sera, cette loi du 4 mars, suivie par d'autres lois qui vont la conforter, notamment la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative à la fin de vie. On comprend bien qu'il s'agit en une trentaine d'années d'une montée en puissance des droits des personnes et des patients face à la médecine. D'abord dans des situations particulières, toutes les lois spécifiques que j'ai évoquées, procréation, IVG, etc., puis d'une façon plus globale, correspondant à un véritable statut du patient. La loi du 4 mars 2002, marquée notamment par l'accès direct à son dossier médical, qui signe l'accession du malade au statut de majeur. Avant 1979, le malade était dans l'impossibilité d'accéder à son dossier médical. Il appartenait au médecin. Entre 1979 et 2002, l'accès était autorisé, mais conditionné à la médiation d'un tiers médecin. Donc, on voit bien les changements considérables qui ont été apportés. Toutes ces lois que je viens d'évoquer sont la marque d'un changement de paradigme pour la relation médecin-patient, car elles reconnaissent et résultent des droits du patient, de leur régulation, de leur application qui s'impose aux médecins. Autrement dit, je redis, le régime statutaire se substitue au contrat médical. En somme, les droits de la personne dans le domaine médical sont réaffirmés, tels que la dignité, la non-discrimination, tout comme les droits spécifiques liés au système de santé, tels que le droit fondamental à la protection de la santé. Le droit à l'information et l'accès du patient aux données concernant sa santé vont conditionner le consentement du patient, qui est considéré comme l'instrument privilégié de l'autonomie
de la personne. Il constitue une exigence légale dont les modalités sont définies avec en corollaire son droit au refus de soins qui ne va pourtant pas jusqu'au droit au suicide assisté, contrairement aux récentes décisions de la Cour constitutionnelle d'Allemagne. Il y a bien une absence de consensus sur le périmètre des droits des patients. Par exemple, s'il y a une unanimité pour étendre le droit à l'oubli pour les malades atteints de cancer, c'est moins évident quand certains revendiquent l'euthanasie en fin de vie, l'accouchement à domicile ou l'assistance sexuelle des personnes handicapées. Je prends 3 exemples différents. Sans entrer dans le détail, ces droits sont avant tout considérés comme une opposition, tous ces droits qui ont été acquis par le patient, une opposition au pouvoir du médecin, puisqu'ils définissent précisément les responsabilités du médecin, tant au regard de la faute technique que de la faute d'humanisme. Eh bien, pour paradoxal que cela paraisse, après tout ce que je viens de vous dire, il s'avère néanmoins que l'ampleur de l'intervention législative a accentué la confusion autour du régime de la relation médicale. D'autant que les difficultés croissantes d'accès aux médecins, d'accès aux urgences, ainsi que le développement des maladies chroniques et du vieillissement ont démontré que le système organisé autour du seul médecin a ses limites. On assiste à la création d'équipes pluridisciplinaires, à la délégation de tâches du médecin à des professions intermédiaires, comprenant désormais les infirmières de pratiques avancées, et à l'intervention directe du pharmacien ou du kinésithérapeute dans des cas bien définis. Les médecins ont donc lâché du lest, mais ils demeurent encore le seul maître à bord. Dans les faits, malgré tous leurs efforts, les objectifs poursuivis par le législateur et les juristes n'ont pu se réaliser, n'ont pu aboutir à une rationalisation effective de la relation médicale. L'ambition était grande, comme le prouve la volonté proclamée du législateur. Je cite, « Il s'agit de rééquilibrer la relation médecin-malade pour qu'elle devienne autant une relation malade-médecin », selon le ministre Kouchner. Pour l'éminent juriste Anne Laude, dont j'ai vu un ouvrage dans la bibliothèque, il s'agissait bien d'une redistribution de pouvoir. Et d'ailleurs, je viens de ne pas dresser un bilan par trop pessimiste, car il y a des avancées majeures accordant une réelle place au patient, à son autonomie, à sa volonté dans la relation avec le médecin. Et pourtant, à distance, l'étude des textes montre la grande insuffisance des progrès accomplis. L'égalité affichée cache en réalité la pérennisation du déséquilibre qu'on voulait supprimer. Par exemple, de l'obligation d'information jusqu'à la décision à prendre, le médecin demeure, dans les faits, le maître de la relation de soins. Sous couvert de s'épanouir l'autonomie, de voir s'épanouir l'autonomie et les droits des patients, la loi revêt une autre facette plus insidieuse qui permet en réalité au pouvoir du médecin de prendre toute sa place face au patient qui reste irrémédiablement l'ignorant. De même, la législation s'efforce d'entretenir un lien étroit avec les avancées scientifiques qu'elle tente de mieux saisir pour mieux les réguler, mais elle s'y perd. Et il perd surtout le patient, anéantissant toute possibilité de rééquilibrer la relation de soins. Je prends l'exemple de la récente intelligence artificielle, car on voit mal le patient s'opposer directement aux indications de la machine. C'est au contraire le médecin qui sera le médiateur entre l'intelligence artificielle et le patient. La maîtrise que le médecin peut avoir sur l'information qu'il détient lui permet ainsi, en aval, de définir un pouvoir de décision considérable. Ce serait finalement davantage une transformation du pouvoir médical plutôt que sa réduction. Certains vont jusqu'à dire que sous couvert d'une reconnaissance des droits du patient,
la loi réinvente l'expression du pouvoir médical. Quelques arguments sont nécessaires pour illustrer ce constat qui peut peut-être vous étonner. D'abord, il faut admettre que les prescriptions législatives et réglementaires, aussi nombreuses et précises qu'elles soient, demeurent bien impuissantes devant le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, le pouvoir des attitudes et de la gestuelle. Derrière l'exigence d'une information complète propre à éclairer le patient se pose l'épineuse question de la vérité. Le médecin est souvent confronté à la difficulté éthique de savoir s'il doit dire ou non la vérité. Les relations humaines ont ceci de délicat qu'en voulant ménager ou protéger l'autre, on peut être conduit à lui cacher toute ou partie de la vérité. Peut-on dire qu'il s'agit d'un mensonge dès lors que le mensonge n'est pas le simple contraire de la vérité? C'est toute la difficulté des rapports médecin-patient. À partir de quand le médecin ment-il? Entre le paternalisme bienfaisant et principe de transparence, la vertu du mensonge peut aussi dépendre des intentions qu'il suppose et des fins qu'on lui assigne. Dans ce champ, le législateur a fait de l'information un instrument de pérennisation du déséquilibre du colloque médical, puisqu'elle laisse au médecin le soin de décider du partage, tout ou partie de l'information avec le patient, mais aussi avec les tiers, ce qui peut mettre à mal le secret médical. Si bien qu'à l'époque actuelle, le législateur est toujours confronté à de réelles difficultés pour faire un choix entre de nombreuses valeurs qui s'opposent. Par exemple, entre la vie et la volonté du patient, deux valeurs qui s'opposent. Ils peuvent s'opposer. Il délègue alors ce choix au médecin en fonction des circonstances, ce qui aboutit le plus souvent à laisser un pouvoir discrétionnaire entre les mains du médecin. Cela n'a pas échappé aux citoyens qui, en quête de leurs droits insuffisamment respectés, même après l'intervention de la loi, ces citoyens vont s'engager au moindre doute dans la recherche systématique d'un responsable. C'est ce qui explique la hausse régulière des procès intentés aux médecins. Après le contrat et la loi, c'est le contentieux qui s'impose. Pour preuve, le nombre croissant d'avocats qui se prétendent spécialistes du droit de la santé, alors que cette spécialisation n'existait quasiment pas voici 20 ans. Ou encore, le fait que dans certaines spécialités médicales plus exposées, les polices d'assurance atteignent des montants exorbitants au point d'entraîner des hésitations dans les indications thérapeutiques. Les médecins ont donc ajouté au souci d'agir dans l'intérêt du malade le souci de leur propre intérêt au regard des risques éventuels qu'ils pourraient encourir en choisissant de proposer une intervention plus risquée, quoique probablement plus efficace. La reconnaissance de l'aléa médical ou responsabilité sans faute montre bien que l'équilibre obtenu n'est pas très satisfaisant. En France, ce phénomène assez récent n'atteint pas encore les dérives américaines, mais s'explique par un mouvement général de la société qui tend désormais à chercher un responsable dans tous les domaines où il y a une victime. Naturellement, le domaine médical n'a pas échappé à ce mouvement, d'autant que l'opacité et la sacralisation de la médecine continuent d'irriter singulièrement. Dans une enquête concernant des médecins généralistes du Nord-Pas-de-Calais, la moitié avait déjà eu au moins un antécédent de judiciarisation et 22% se disaient prêts à arrêter d'exercer la médecine face à cette tendance considérée comme source d'inquiétude et de gêne réelle dans leur exercice. De fait, si on perd confiance en son patient,
si on le voit comme un éventuel plaignant, la discussion ne peut plus être sereine. Cela aboutit à une médecine défensive, coûteuse. L'Académie nationale de médecine dénonce depuis plusieurs années la recrudescence d'actes médicaux réalisés de façon abusive et sans discernement. Outre le principe de précaution ou le consumérisme médical, l'Académie pointe aussi la judiciarisation de la santé comme responsable de cette tendance. Alors, ma quatrième et dernière partie concerne le pouvoir médical actuel. Tout bien considéré, à l'époque actuelle, il faut admettre que si le pouvoir médical demeure important, il a connu une érosion réelle dans bien des domaines. En revanche, ce pouvoir est parfois maintenu, voire a étendu son influence dans de nouveaux champs de vie. La crise sanitaire a parfaitement démontré qu'il ne suffisait pas d'adopter des textes législatifs et d'installer des structures pour que la démocratie sanitaire fonctionne. Alors certes, l'érosion du pouvoir médical est réelle. Outre les dispositions spécifiques dont j'ai parlé pour rééquilibrer la relation médicale entre médecins et patients, l'érosion du pouvoir médical est réelle du fait d'un encadrement politique et administratif toujours accru. Bien que la profession médicale soit généralement une des mieux représentées en politique, le pouvoir des médecins s'est trouvé de plus en plus contraint au plan politique. Un exemple est le vote annuel du projet de loi de financement sur la sécurité sociale et de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM. S'y ajoutent d'autres dispositions qui encadrent l'organisation du système de santé, telles que les agences régionales de santé, le contrôle de la démographie médicale, le cloisonnement entre public et privé, la création de nombreuses agences sanitaires, Haute Autorité de Santé, Agence nationale de sécurité sanitaire, Agence de biomédecine, Agence nationale de sûreté des médicaments, etc., sans oublier le Comité consultatif national d'éthique. Et puis, il y a encore les agréments et accréditations indispensables pour un exercice qui est très spécialisé, sans oublier encore les contraintes à la prescription, telles que les références médicales opposables, les fameuses RMO, ni la formation continue obligatoire dans une logique de recertification périodique. Si beaucoup de ces mesures sont légitimes toujours au plan politique, les médecins regrettent, mais ne peuvent pas faire autre chose que regretter, le budget très insuffisant accordé à la prévention, tout autant que son organisation générale. Enfin, les orientations de la politique de santé et la gestion de ses coûts définissent des priorités et peuvent exercer sur le soin une véritable pression, car si la santé est un enjeu politique, elle est aussi un enjeu économique. Il existe donc une tension entre l'efficacité, voire la rentabilité, et la sollicitude, car si la santé n'a pas de prix, elle a néanmoins un coût. En l'occurrence, il est clair que le pouvoir médical est contraint dans des limites qui ne lui paraissent pas un gage d'efficacité optimale. Sur le plan social également, les médecins ont perdu leur forte influence, capable d'infléchir telle ou telle orientation de la société, au point qu'ils ont dû réclamer la possibilité d'invoquer une clause de conscience pour ne pas être contraints d'effectuer des actes contraires à leurs convictions intimes. Je pense à l'IVG, et on a vu la question qui s'est posée récemment, et aussi à la procréation pour toutes les femmes. De plus, ils doivent aussi compter avec l'influence grandissante des associations. Et quand on voit que se profile la gestation pour autrui et la fin de vie, les clauses de conscience vont encore augmenter sans aucun doute. Mais à l'inverse, le pouvoir médical demeure et s'étend à de nouveaux champs
notamment en santé publique. D'abord, je vous rappelle, et c'est quand même essentiel, au regard de la société, le médecin conserve le monopole de définir qui est malade. Vous n'êtes pas malade, vous êtes malade. Et pour combien de temps? Les conditions des arrêts de travail, les modalités du traitement, les modalités du retour à la vie normale et l'obtention d'une éventuelle rente d'invalidité. Ça reste le pouvoir médical indiscutable. Il est aussi sollicité, ce médecin, pour apprécier l'état mental d'une personne, dire si elle est normale, et si ce n'est pas le cas, à partir de quand elle n'est plus responsable de ses actes. Dans les faits, tout se passe comme si les connaissances du médecin lui attribuaient un pouvoir en toutes circonstances. Et Sani Yahya, que j'ai déjà cité, constate que la parole du médecin suffit. Un billet médical peut tout justifier, sans droit de regard pour celui qui le reçoit. Il ajoute, je cite, « Le médecin est devenu la voix divine, l'autorité suprême. Quand il parle, plus personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. » Fin de citation. Si bien qu'en créant socialement le malade, le médecin détient un pouvoir immense, surtout quand le contexte favorise l'introduction de la médecine dans toutes les sphères de la vie. Ce pouvoir est encore manifeste quand la maladie contient un germe de menace pour la stabilité de l'ordre social, comme on le constate lors des épidémies. Et l'épidémie actuelle du coronavirus le confirme. Car c'est par l'intermédiaire des médecins que la société doit arriver à contrôler ces menaces. Dans toutes ces circonstances, le médecin joue un rôle social central et son pouvoir est manifeste. Les médias le soulignent à l'envi partant de Covid-19. Parmi d'autres, le Figaro du 21 avril 2020 pose la question « Faut-il craindre le biopouvoir ?» sous la plume d'Eugénie Bastier. Et l'Express n'est pas en reste en titrant sur sa couverture du 7 mai 2020 « Médecin, virgule, le nouveau pouvoir ». Alors l'histoire n'est pas nouvelle, car au milieu du XXe siècle, au début de la révolution scientifique et en pleine épidémie du sida, Michel Foucault s'y est particulièrement intéressé en développant l'idée de biopouvoir sur la vie, sur la mort, jusqu'à étendre le concept à la biopolitique. Il cite à l'appui de sa thèse le règlement de quarantaine du XVIIe siècle, la peste, je cite, « Chacun est arrimé à sa place, et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. » Fin de citation. Aujourd'hui, certains ont vu dans le confinement de la Covid-19 le même modèle disciplinaire que celui de la peste. Il est vrai qu'en l'absence de traitement et de vaccin face à la pandémie en 2020, il ne restait que le confinement et les masques qui avaient fait leurs preuves au cours des siècles. Mais ce qu'a montré Foucault, c'est que la modernité politique n'est pas forcément synonyme des renforcements des libertés. Il est aussi une extension de la puissance de l'État dans nos vies, au nom de la préservation de nos vies biologiques et grâce à la puissance des technologies biomédicales. Cela peut poser question au regard de nos libertés individuelles, mais il semble difficile de s'opposer au caractère obligatoire de règles sanitaires quand de nombreuses vies sont en jeu. Reste à considérer la place du médecin dans le concept de santé globale énoncé par l'OMS qui s'impose peu à peu dans les esprits. Je ne parle pas de la santé globale, One Health, qui se développe actuellement et qui associe santé humaine, santé animale, santé environnementale, mais de la santé globale de la vie humaine et contrôle de la mécanique corporelle. La médecine, par son rôle, devient aussi un mécanisme de contrôle social, peut-être même plus important que la religion et le droit. L'augmentation des expertises médicales en est un précieux indicateur. Le recours aux médecins sera de plus en plus fréquent dans les sujets de santé publique. La confirmation des risques, de conduites à risques médicaux, comme la consommation de substances nocives, le tabac,
l'alcool, les drogues sont dangereuses pour la santé, disent les médecins, ce qui induit des décisions politiques. Il en va de même pour les conseils d'une alimentation saine et ordonnée avec score nutritionnel mettant en garde contre les graisses, le sucre, le sel et le grignotage. Les prescriptions d'activité physique, au moins 30 minutes par jour. En fait, tous ces conseils pour la vie quotidienne entrent dans le cadre de la santé globale et sont même parfois perçus comme la nouvelle version laïque de la table des 10 commandements. De la même façon, certaines crises sanitaires comme celle de l'amiante ont montré que pour le respect de la santé des citoyens, davantage d'expertise médicale préalable s'imposait. L'importance des liens entre la santé et l'environnement est désormais reconnue au point que l'État est régulièrement poursuivi pour manque de mesures appropriées. Le 30 octobre 2020, la Commission européenne avait décidé de renvoyer la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour le non-respect de son obligation de protection des citoyens contre la mauvaise qualité de l'air. Le 2 décembre 2020, l'Union européenne intervient à nouveau pour presser Paris d'exécuter l'arrêt de la justice européenne du 24 octobre 2019 en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. J'ai cité la pollution atmosphérique, à l'origine de graves atteintes respiratoires parfois, mais on pourrait citer aussi la toxicologie avec le glyphosate et bien d'autres. Ce n'est pas le lieu de développer ces thèmes, mais dorénavant, les médecins seront de plus en plus sollicités pour apprécier la qualité sanitaire des conditions de vie. Et régulièrement, de nouveaux champs complexes s'ajoutent donc au répertoire médical. C'est un nouveau pouvoir médical qui devrait monter en puissance dans l'expertise, le suivi, l'évaluation, l'appréciation des mesures, mettant les décideurs devant leurs responsabilités. Alors j'en arrive, pour terminer, à ma conclusion. La notion de pouvoir est très ancienne. Mais celle de pouvoir médical l'est tout autant. Le biopouvoir est d'autant plus réel qu'il possède toujours quelques longueurs d'avance sur les réactions politiques. Fécondation in vitro, naissance d'Amandine, 1982, il aura fallu 12 ans pour que la législation encadre cette nouvelle technique, pour dire dans quelles conditions, dans quelles indications, quand, comment, pourquoi. L'ONU, qui a été saisie en l'an 2000, après la naissance de la brebis Dolly par clonage, n'a toujours pas été en mesure d'interdire formellement le clonage humain reproductif, car elle n'a pas de majorité en séance plénière, alors que pourtant, il est dans le pouvoir médical de le réaliser, le clonage reproductif, et cela d'ailleurs n'a pas traîné, puisque un chercheur chinois a provoqué la naissance de jumelles génétiquement modifiées, et il n'y a pas davantage non plus de dispositions précises pour définir les conditions d'utilisation de la nouvelle technique d'édition du génome par CRISPR-Cas9. Et enfin, pas non plus de précision et d'encadrement de l'intelligence artificielle en médecine. Et c'est très intéressant parce que si elle avait été encadrée, elle aurait pu mettre un terme au pouvoir médical dans l'esprit des patients. Or, ces derniers, qui exigent l'égalité et qui récusent le pouvoir médical, n'espèrent qu'une chose, c'est que les médecins gardent le contrôle de la machine, aussi intelligente soit-elle. Quand ils viennent consulter, disent-ils, ils viennent pour rencontrer une personne et le visage du médecin et pas pour s'asseoir en face d'une machine. Si les citoyens veulent être autonomes, ils cherchent toujours un recours auquel se confier. Certes, un médiateur entre leur souffrance et eux, mais aussi un pouvoir, celui de les soulager et de les guérir. Finalement, ce qu'ils veulent, c'est être considérés, mais ne souhaitent qu'une chose, que le pouvoir médical les guérisse. Le pouvoir médical est d'ailleurs aussi recherché par le pouvoir politique pour orienter ses décisions.
Alors, il faut bien convenir que l'exercice peut paraître décevant parfois, car le savoir des médecins, surtout devant une maladie nouvelle, demeure empreint de doute et d'incertitude. Et dans les faits, les scientifiques et les médecins peuvent à la fois légitimer ou embarrasser le politique, surtout quand ils ne parlent pas tous d'une même voix ou que de nouvelles découvertes modifient leurs avis précédents. Trouver le moins mauvais équilibre entre les libertés individuelles et l'intérêt collectif, tout comme entre les impératifs sanitaires et les nécessités économiques et sociales, n'est pas une tâche facile. Et pour autant, le politique a seul et doit rester le seul pour décider, car il a été élu pour ça, même quand il ne dispose que d'une faible marge de manœuvre. Le pouvoir médical ne saurait jamais se substituer au pouvoir politique. Alors, il y a un dégagement qui est passionnant, c'est la question des rapports entre le savoir des scientifiques, le pouvoir du politique et le vouloir des citoyens, mais c'est un sujet trop vaste en soi pour que je puisse l'aborder et le développer plus avant aujourd'hui. Alors, au total, je dirais volontiers que dans toutes ces démarches, le patient a obtenu certains droits et affirmé qu'il voulait être l'acteur du combat contre sa maladie, et cela est essentiel. Mais de son côté, le médecin s'est vu confirmer des marges d'appréciation importantes pour la mise en œuvre de son savoir et de ses compétences dans l'intérêt du patient. Je ne crois décidément pas qu'on puisse décrire le colloque singulier autrement que comme la rencontre d'une conscience, la conscience du médecin, et une confiance, la confiance du malade. Or, il est vrai que les deux, confiance et conscience, s'accommodent difficilement de la rigueur du droit. Alors, je vous ai dit tout au long de mon exposé les avancées, leurs limites et l'imperfection de ces mesures. Alors, c'est normal, mais le quotidien du médecin du vendredi 4 mars 2022, aujourd'hui, droit des patients, des acquis encore fragiles. Et on trouve un article, loi Kouchner, 20 ans après, un combat encore d'actualité. Et l'éditorial, un bilan en demi-teinte. Autrement dit, j'ai tenté, non pas de vous apprendre ce que vous saviez déjà, mais de vous montrer cette balance permanente avec les évolutions de la société, les évolutions scientifiques, l'évolution des esprits, et puis le désir du médecin, du patient de ne pas être considéré comme un cas, comme une maladie, comme quelqu'un de dépersonnalisé, ce qui justifie tout ce que vous pouvez faire ici notamment, mais probablement ailleurs aussi, dans le domaine de l'humanité, des humanités médicales et de l'éthique médicale. Et enfin, je laisserai à la bibliothèque ce livre sur le pouvoir, auquel j'ai contribué dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le texte de ma conférence y est in extenso, page 429. Merci. Merci beaucoup, M. Mattei, pour cette conférence très riche, très dense. Vous avez montré les métamorphoses du pouvoir, ses vicissitudes, ses ramifications. Vous avez commencé par nous rappeler que la loi du 4 mars 2002 avait été le coup d'envoi d'une érosion du pouvoir médical avec la montée en puissance des droits des patients, des associations, une perte aussi d'influence sur la société, donc de prestige du médecin. Et puis en même temps, dans la suite de votre propos, vous nous avez montré que cette forme de pouvoir qui s'est érodée a laissé place aussi à faire ressortir peut-être des pouvoirs invariants, dont le pouvoir d'expertise, le pouvoir redoutable de dire qui est normal et qui ne l'est pas, qui est malade et qui ne l'est pas, et combien finalement la société est attachée à un pouvoir du médecin. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement
tirer de votre discours le fait qu'il faut bien distinguer au fond pouvoir sur et pouvoir de guérir, pouvoir d'apaiser, qui est la dimension du pouvoir médical dans sa version humaniste, à opposer peut-être au pouvoir sûr qui induit une domination. Et c'est ce pouvoir-là, peut-être, qui persiste encore, et raison pour laquelle peut-être dans ce quotidien, il est dit que le bilan reste mitigé, parce que ce pouvoir sûr ne s'est pas complètement éclipsé pour laisser tout à fait le pouvoir de soigner prendre le dessus, finalement. Oui, vous avez raison, mais c'est encore plus ambigu que ça. Vous avez pris l'exemple du médecin qui doit dire si le sujet est normal sur le plan mental et psychologique, toutes ses capacités mentales. C'est donc le pouvoir de dire la normalité ou la normalité, l'apostrophe, mais c'est bien un pouvoir sur la personne de la rendre responsable ou non. Et que donc le de et le sur se confondent parfois et plus souvent qu'on l'imagine. Oui, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à sortir de cette deuxième figure dominatrice et verticale du pouvoir. Alors, je vais donner la parole à la salle parce que je pense qu'il y aura des réactions. Oui, Adam, allez-y. Je voudrais juste réagir sur ce que vous dites, notamment dans la psychiatrie, justement, avec le pouvoir sur la personne, avec le législateur, quand même, qui renforce les lois, notamment avec la loi de 2011, où le juge des libertés maintenant intervient dans la décision de maintenir ou pas, en soins sans consentement. L'article 84 qui est assez récent sur une contention et un isolement qui peut être levé par le juge des libertés. Il me semble aussi que là, le législateur essaye de contrôler au mieux le pouvoir médical sur la personne. Oui, c'est vrai, mais comme vous le savez, notre droit comporte des niveaux différents. Et la pandémie a collectionné les plaintes au regard de l'excès de pouvoir du politique, etc., etc. Et j'observe que pratiquement tous les échelons, y compris le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, ont validé quelquefois en rajoutant un bémol, etc. Mais bon, on le sait. Ce qui est intéressant de constater quand même, c'est que lorsqu'on étudie l'évolution de la constitution de la démocratie en général, bon, une remarque, il ne faut pas confondre démocratie et république. Parce que la démocratie est plutôt assimilée à liberté, alors que la république, c'est la chose commune, c'est le bien commun. Et qu'après avoir voulu la démocratie absolument, les citoyens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin, malgré tout, d'être protégés. Et qu'ils ont accordé au pouvoir démocratique ou républicain la capacité de leur imposer des règles pour garantir leur sécurité. Et que ce qui est très intéressant, c'est de voir que les pourcentages de gens qui étaient contre le confinement, contre les masques, contre la vaccination, je n'attaque pas, naturellement, je prends des conditions, mais se trouvaient toujours dans minorité face aux autres, qui voulaient, au contraire, parce qu'ils avaient compris qu'en se protégeant, ils protégeaient les autres. Et qu'en réalité, Hobbes l'a montré, et d'autres, Locke l'a également montré, dès qu'on vit en collectivité, la liberté des uns, c'est altruisme de le dire, s'arrête ou commence celle des autres. Et la liberté de ceux qui ne voulaient pas être contaminés, c'est que les autres prennent les dispositions pour ne pas les contaminer. Et que donc on a eu un choc des consciences et des conceptions de la liberté. Mais d'un côté, on a l'individualisme triomphant, je veux être libre, je suis libre, etc. Et vos mesures sont liberticides, infantilisantes, on a entendu tout ça. Et de l'autre côté, l'État qui sait, c'est pour ça qu'il consulte les scientifiques et les médecins. Il sait que s'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour protéger la population dans son ensemble, pas qu'en prend certains,
d'autres se tourneront vers lui en disant « Vous n'avez pas fait le nécessaire, voire la pollution atmosphérique, et les glyphosates et compagnie. » Et que donc c'est vrai qu'il faut quelquefois que le politique accepte une opposition au principe qui pourtant semble s'imposer, comme ça s'est imposé un peu partout dans les pays, où on a trouvé un peu partout, au Canada comme ailleurs, des oppositions fortes sur des principes qui, à mon avis, ne prennent pas l'entièreté du problème en compte. On ne vit pas seul, on vit avec les autres. Alors, il y a plein de doigts qui se lèvent, déjà, monsieur, et puis... Attendez, parlez fort parce que... Oui, ou alors venez là avec le micro. Oui, venez, je préfère, je ne suis pas... Comme ça, en plus, ceux qui sont derrière l'écran, ils entendent les questions. Voilà, merci. Alors, moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris ou c'est un peu naïf, mais j'ai l'impression qu'on essaie de trouver un équilibre entre le pouvoir du médecin et du patient. Mais est-ce que ça ne serait pas vain de trouver cet équilibre en sachant que le médecin est celui qui sait, mais c'est celui qui a l'expérience. Et donc, il y aura toujours un déséquilibre inévitable entre les deux. Et qu'au final, il faut bien qu'une personne prenne une décision aussi. Donc, qui est le plus légitime à prendre des décisions dans des situations Non, mais vous avez parfaitement compris le sujet. D'ailleurs, je l'ai dit à un moment de mon exposé, on ne peut pas rendre égalitaire un rapport entre deux personnes qui, originellement, sont inégales en termes de savoir. Ce que je crois, et si ça vient maintenant, et je suis heureux de vous avoir aujourd'hui, c'est que la médecine s'est par trop technicisée, bureaucratisée, technocratisée, et que nous avons besoin de plus en plus de rétablir le contact humain pour que la confiance s'installe. Et moi, je suis à peu près convaincu que c'est la réintroduction des humanités ou de l'humanité en médecine qui viendra contrebalancer l'inhumanité des techniques. La médecine ne peut pas être trop technique et trop technologique. Il y a tout un volant qui est le rapport humain. La personne qui s'installe en consultation en face de vous, c'est d'abord une personne avant que d'être un malade. C'est une personne malade, mais c'est une personne d'abord. Elle a une famille, elle a un métier, elle est peut-être au chômage, elle a peut-être des problèmes particuliers. Et que de tout cela, il faut tenir compte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'intelligence artificielle, qui n'a rien d'intelligent, ne peut pas se substituer à la médiation, à l'interprétation du médecin, qui, lui, va percevoir ce qui est subjectif et qui n'est pas dans les algorithmes de la machine. Parce que personne ne réagit différemment après la séparation d'un couple, après la naissance d'un enfant handicapé, après la perte de son emploi, etc., etc. Il y a une part subjective très importante et le médecin doit prendre la personne en totalité en charge. Et évidemment, au premier chef, sa maladie, mais tous les échos que j'ai eus de les longues années écoulées, c'est que les gens veulent être considérés, ne veulent pas être simplement une carte vitale, un numéro, etc., etc. Or, je l'ai vu évoluer avec un début de reflux quand j'ai quitté, mais c'est le malade numéro 6, c'est le diabète au fond du couloir. Non, la médecine s'est progressivement un peu déshumanisée, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis modeste en disant un peu. Il faut comprendre que c'est un rapport entre deux personnes. Et ces deux personnes sont à égalité, sauf qu'il y en a une qui souffre et l'autre qui peut lever la souffrance, guérir la souffrance. Et donc, c'est là que l'inégalité doit pouvoir trouver un échange entre l'information, alors libre et éclairée, la décision du malade en train d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, je comprends très bien, mais je comprends aussi l'inhumanité qui peut consister parfois, pas pour tous, mais pour certains chirurgiens, dire à une femme, vous avez un cancer du sein, écoutez, il y a 3 solutions, on vous enlève le sein, on vous fait de la radiothérapie, on vous fait de la chimio,
choisissez ce que vous voulez. Ce sont des cas qui m'ont été rapportés, je n'invente pas. Et donc ça, j'allais dire, c'est inhumain. C'est inhumain. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la médecine est d'abord un humanisme. La médecine est d'abord un humanisme. Merci. Alors, il y a 2 doigts qui sont levés ici. Et puis là, il y a la porte. Voilà. Merci pour votre conférence et ce que vous venez de dire surtout à la fin. Je pense que c'est vraiment très important. Moi, j'avais juste une petite question. J'ai lu dernièrement le rapport de Denis Pichetot sur le travail social, sur l'évolution, dans le cadre de la conférence sur l'attractivité des métiers. Et il y a une proposition où je voudrais avoir votre avis. Il parle de la possibilité que le certificat médical ne soit plus obligatoire dans certains dossiers de demande auprès de la MDPH, donc pour les personnes, pour la reconnaissance du handicap, avec des arguments moi, qui me semblent assez valables pour avoir travaillé en MDPH. C'est que dans un certain nombre de cas, finalement, la vie d'autres professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants, etc., sur la situation, peut nous informer beaucoup plus, parfois, que le certificat médical, qui reste un élément, mais pas central, et qu'on a trop tendance à laisser central encore dans la question du handicap. Mais néanmoins, je trouve que c'est une proposition un peu choc. Je ne sais pas quelles sont les réactions, mais voilà. Écoutez, moi, j'approuve cette orientation. Tout simplement parce que ce n'était pas le lieu, je ne fais pas de discours politique de santé, mais je considère que trop longtemps, nous avons séparé ce que les Anglais appellent le care, ou le cure et le care, et que nous divisons en médical, médico-social et social. On ne s'occupe pas d'une personne par tranche. Il faut qu'il y ait une continuité dans la prise en charge. Et ça, trop souvent, quand un patient quitte l'hôpital, les médecins qui ont assuré le soin ne sont pas suffisamment impliqués ou intéressés par la suite. Je prends simplement un exemple, parce que quand j'étais adjoint à la mairie de Marseille, le maire m'avait confié la lutte contre le sida et la toxicomanie. Donc, je me suis beaucoup occupé des toxicomanes et j'ai bien vu. Une overdose arrive aux urgences. Elle est parfaitement prise en charge. Et au bout de 24-48 heures, peut-être plus, elle s'en va. Mais elle ne s'en va pas avec une prescription d'accompagnement, une orientation vers le sevrage, vers la prise en charge dans la durée. Et donc, assez souvent, dans les semaines qui viennent, on retrouve le même patient avec la même surdose. Donc, moi, je pense que la médecine est un tout. Et je dirais que ça le devient d'autant plus que la définition de l'OMS médicalise le courant de la vie. Et je pense donc que les médecins doivent s'intéresser à l'évolution des gens qui viennent se confier à eux. Et autrefois, je fais un peu de médecine générale aussi, les parents venaient demander conseil pour les enfants, il y avait des difficultés en classe, etc. Enfin, on était associés à la vie familiale. Je ne crois plus que ça soit le cas aujourd'hui, véritablement. Eh bien, c'est un tort. Et les médecins sont davantage des conseillers, à mon avis, qui doivent être persuasifs selon les moments et expliquer pourquoi ils doivent être persuasifs. Mais je pense qu'on ne peut pas tronçonner la médecine à l'excès. Et que le social, le médico-social, alors ça s'applique d'une façon générale pour les drogués, pour les diabétiques, pour les maladies chroniques, etc., mais pour le handicap, évidemment. Et puis on vit la même chose pour le vieillissement. Parce que c'est que ce n'est pas non médicalisé pour des personnes qui ont quelquefois 90 ans. On voit bien les catastrophes qui arrivent. On est trop catégorisé dans nos esprits. Donc, il y a encore 3 questions. Hein. De la porte. Merci, M. Lattei, pour cette conférence. Je m'adresse aux médecins d'abord, mais ensuite aux politiques. Mais je voudrais revenir sur l'ambivalence des liens
entre les politiques et ce fameux pouvoir médical. Quand les politiques sentent que ça leur échappe, ils créent des usines à gaz comme les ARS, dont on a mesuré l'inefficacité lors de cette pandémie. Ils légifèrent. Alors, on a beaucoup légiféré, mais vous avez très bien montré la confusion que ça entraîne, paradoxalement. Et puis, et ça, c'est quand le pouvoir échappe. Mais à l'inverse, ça peut arranger le pouvoir médical, parce qu'on se dédouane. Quand on veut ne pas être coupable, à la limite responsable, on délègue. Cette ambivalence, c'est en permanence qu'on la vit sur le terrain. Donc, je pense que vous avez complètement raison et j'ai traité ce sujet récemment au Collège de France. Si vous je ne sais pas si j'ai votre adresse de courriel, mais je vous enverrai le texte. J'avais traité la politique à l'épreuve de la science. Car c'est exactement ça. Le souci du politique, sous sa face noble, c'est de protéger la population. Et sous sa face plus égoïste, c'est de se mettre à l'abri de poursuites judiciaires. Et donc, on interroge les scientifiques, on apprécie les risques judiciaires et les impératifs médicaux et sanitaires, et puis ensuite, on juge cela en fonction des différents impératifs. Il y a l'impératif sanitaire et scientifique, mais il y a l'impératif économique et il y a l'impératif social, et il faut trouver le juste équilibre. Et donc, les médecins et les scientifiques disent au pouvoir, avec prudence et quelquefois sans vérité assénée, parce qu'ils sont toujours, notamment dans des cas nouveaux et une inconnue scientifique, ils sont toujours prudents. Et d'ailleurs, nous, quand les patients nous disent, quand ils arrivent dans votre service à l'hôpital, une des premières questions, c'est j'en ai pour combien de jours? Bon, ça va durer combien de temps? Ils veulent poser des questions comme ça. Et les médecins ne peuvent pas répondre à ces questions-là. On ne peut pas. On est toujours. C'est pour ça que la médecine doit rester un art plutôt qu'une science. C'est aussi une science, mais c'est d'abord un art. L'art de percevoir les nuances, de juger par intuition de ce qui peut arriver. Donc, les scientifiques qui ne veulent pas non plus être poursuivis, ce qui est en passant, ils donnent exactement l'état de leur connaissance et suivi d'un certain nombre de recommandations. Après, l'État voit ce qu'il peut faire. Mais regardez, on n'a pas eu ça. On a eu d'autres manifestations, mais au Canada, pendant 3 semaines, Ottawa a été bloqué par des poids lourds. Ils ne voulaient pas du pass vaccinal pour franchir la frontière. Ça vous a mis par terre une ville de plusieurs millions d'habitants et que donc le politique, il faut toujours qu'il mesure les risques d'un côté et de l'autre pour trouver le juste équilibre qui ne satisfait pas tous ceux qui, médecins, scientifiques, économistes, syndicats et autres, ont donné leur avis. Avec ça, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de certitude. Merci beaucoup, M. Mattei, pour votre conférence et toutes ces réflexions. Moi, je me posais par rapport à la loi. Alors, moi, je travaille en anesthésie et réanimation pédiatrique, où alors là, le pouvoir, pour plein de raisons, il est très fort, et le pouvoir médical. Pour vous rassurer, je parlais justement du pouvoir médical sur un enseignement de l'humanité, justement, dans la relation avec les parents. Et les internes qui étaient devant moi avaient du mal à comprendre la notion de pouvoir. Ils disaient, mais je ne comprends pas. C'est un devoir que nous avons, c'est pas un pouvoir. C'est assez rassurant, je trouve. Ça, c'est une première chose. Je voulais savoir comment... moi, il me semble que la loi et la justice qui va derrière, elle n'arrive pas à résoudre nos problématiques. Et finalement, quand le pouvoir médical sort par un endroit, il revient par la fenêtre, c'est qu'il y a des expertises, justement, lorsqu'il y a des procès, hein, le juge va prendre une décision en fonction d'une expertise médicale de toute façon. Et on a toujours du mal
à trouver des solutions par la loi. Autre problématique, par exemple, la loi de 2002, elle impose une information loyale et éclairée. Et nous, par exemple, en anesthésie, on pose la question de savoir comment prévenir de toutes les complications qui sont susceptibles de survenir pendant des actes de plus en plus complexes, des prises en charge de plus en plus lourdes, où un nombre de complications infinies peut survenir, et il est absolument impossible. Bien sûr. Voilà. Et on a vraiment le sentiment que, bien qu'elle essaye, la loi n'a pas les solutions. Et c'est en ça que c'est bien pour ça que c'est la relation au patient et l'humanité dont on parlait qui peut résoudre le problème. Et peut-être, moi je pense, c'est l'enseignement, parce que quand même la médecine n'est pas pour rien. Les médecins ne sont pas pour rien. Il y a une pratique d'un paternalisme. Alors moi, je suis plutôt pour le paternalisme bienveillant, parce que de temps en temps, le patient, il le demande, et quand il le demande, je pense que ça peut être utile. Mais c'est peut-être ça qu'il faut. C'est par l'enseignement, peut-être, au fil des ans, qu'on pourra arriver à résoudre ce problème. La médecine, vous savez, c'est comme une palette. Vous avez la couleur maîtrise. Je fais parce que je pense que vraiment, il faut le faire. Mais en réalité, il faut savoir s'adapter. La génétique, pour ça, m'a bien appris les choses parce que c'est bien difficile quand vous recevez un couple en conseil génétique et qu'ils ont un enfant myopathe du chêne, et que vous êtes obligé de désigner la mère comme conductrice, et que le père vient vous voir après en disant « Mais attendez, moi je vais divorcer, je ne suis pas marié pour avoir des enfants myopathes. » Enfin bon, je passe. Il faut savoir s'adapter à ce type de situation. Dans tous les cas, il y a le côté humain qui, quelquefois même, s'impose au devoir de dire la vérité. J'ai d'ailleurs abordé ce sujet trop rapidement, mais Pierre le fait très bien. Je l'ai entendu sur ce sujet. Non, la médecine, je trouve que c'est un métier merveilleux parce que, vous savez, un chef d'orchestre ne peut rien faire sans ses musiciens, mais la pièce, le morceau joué dépend beaucoup du chef d'orchestre. Et donc, le médecin est le chef d'orchestre de cette histoire. Mais il ne peut pas faire sans le patient, sans la famille du patient. Il faut qu'il l'organise et qu'il harmonise. Alors, en outre, tout à l'heure, quelqu'un a critiqué les ARS. Moi, je crois qu'on ne peut pas critiquer les ARS en tant que cette structure régionale de santé. Simplement, sa feuille de route n'a pas été pensée. Son cahier des charges n'a pas été pensé. Et en réalité, ils ne savent pas très exactement ce qu'ils doivent faire et jusqu'où ils peuvent le faire. Et donc, ils n'ont pas réagi. Et je vais vous donner un exemple tout à fait personnel. En 2003, moi, j'ai eu affaire à la fameuse canicule, pour laquelle j'interrogeais quotidiennement mon ministère, et l'Institut de veille sanitaire, comme la Direction générale de la santé, n'avait jamais, sur leur tablette de risque sanitaire, inclus les chaleurs extrêmes. Et qu'à partir du moment où que ça n'était pas dans leur feuille de route, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Et les politiques avaient d'ailleurs leur responsabilité, puisque 5 ans auparavant, ils avaient voté une loi de sécurité sanitaire dans laquelle il n'y avait pas un mot sur les températures. Donc, on ne peut demander à une structure qu'en fonction de ce qu'elle a reçu comme recommandation et comme obligation. Et donc, je crois qu'on a besoin de structures régionales pour harmoniser les démographies médicales, etc., les analyses de lits sur la région. Sinon, on a des monstres à Paris qui ne savent pas que faire. Et puis, vous avez aussi quelquefois des blocages, dont un m'a choqué profondément, mais il ne faut plus rien faire. À la fin de mon ministère, on avait déjà de nouveau la discussion sur la fin de vie, et je voyais bien que la fin de vie, le vrai problème, c'est qu'on n'avait pas encore de soins palliatifs à hauteur de l'attente des gens pour briser la solitude, la souffrance, et puis le soin. Et donc, j'avais débloqué des crédits qui m'avaient été attribués à chaque CHU, notamment pour faire aussi des équipes mobiles. Et puis, 5-6 mois après, je rencontre un directeur de CHU
Et je lui dis notamment, alors qu'est-ce que vous allez faire avec les crédits soins palliatifs? Il serait dit, il me dit, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais on les a occupés, on les a utilisés à autre chose. Parce qu'on s'est dit qu'il valait quand même mieux s'occuper des vivants que de ceux qui allaient mourir. Et donc le médecin, le ministre croyait avoir bien fait, bien débloqué des soins pour une situation difficile, mais l'utilisation sur le terrain des initiatives avait... Alors, c'est pour ça que l'affaire est très polyfactorielle. Mais il faut avoir des grandes lignes directrices, puis ensuite tenter de respecter les personnes.